Les contes des mille et une sciences par Cédric Villani, saison 2. Des ondes pour communiquer. Épisode 3. Voyage au cœur d'un smartphone avec Nicolas Demassieux. Je parie que vous avez un smartphone. Bon, ce n'est pas un pari très risqué. 90% des Français de plus de 12 ans ont un smartphone. Systématiquement élue invention la plus marquante du XXIe siècle par les panels de consommateurs, cette bestiole a proliféré dans l'espace public et s'est faufilée jusque dans le portrait officiel du président de la République. Quoi de plus commun, quoi de plus banal qu'un smartphone? Et pourtant, prenez en main ce petit objet de métal, de plastique et de verre et contemplez-le. Sa marque, ses dimensions, son apparence reflètent vos préférences, vos contraintes ou vos valeurs. Pour le mien, j'ai choisi une marque française et privilégié la robustesse et la réparabilité. Mais songez à ce qui est caché dans ses entrailles. Pas seulement un micro et une antenne, c'est une fine dentelle de 2000 composants subtilement intégrés, impliquant plus de 60 éléments chimiques, soit 2/3 de toute la table des éléments de Mendeleïev. Une étude de l'ADEME nous dit que pour la fabriquer, on a extrait 200 kilos de matières premières sur tous les continents. Dans la paume de votre main, il y a plus de 10 milliards de transistors, soit la force de calcul du plus puissant ordinateur au monde en l'an 2000. Dans ces 100 à 250 grammes sont résumés 150 ans d'histoire des télécommunications. Évidemment, ce smartphone ne servirait à rien sans l'infrastructure invisible qui émet, transporte et capte les signaux. Un complexe réseau de câbles, stations et centres de calcul qui fait plus de 30 fois le tour de la Terre, habité par les mânes de Chappe, Morse, Field, Maxwell, Kelvin, Edison, Tesla, Marconi, Lamar, Shannon et des dizaines de milliers d'autres. Scientifiques, inventeurs, laboratoires de recherche par centaines. Le plus gros contributeur, au propre et au figuré, étant les Bell Labs. Ils ont fini par chuter, comme tous les empires, quand leur maison mère Mabel a été démantelée par les lois antitrust dans les années 70, mais leurs exploits sont toujours avec nous. Pour dépeindre cette complexité, je vais dialoguer avec un expert qui y a été directement plongé, Nicolas Demassieux. Nicolas est un jeune retraité. Je l'ai connu quand il était l'hyperactif directeur de la recherche chez Orange. Je ne connais personne qui ait une vision aussi large que lui sur les enjeux scientifiques et technologiques des télécoms. Allô Nicolas? Oui, Cédric. Nicolas, est-ce que tu peux venir? J'ai besoin de toi. J'arrive. Merci d'être venu. Ça a été si facile de se joindre, mais ça donne le tournis quand on y pense, les métamorphoses de notre mini-conversation à l'instant. Oui, d'abord, il y a eu l'interaction avec la machine. Avec le doigt quand tu as composé mon nom sur l'écran tactile. Avec ta voix quand tu as parlé au micro. Tout ça, c'est de la physique. Par exemple, le contact des doigts sur l'écran modifie les propriétés électriques de la surface d'une façon infime, mais bien détectable. Les écrans tactiles, c'était dans l'air depuis longtemps. L'écrivain Douglas Adams les prédisait dans son roman culte « Le guide du voyageur galactique ». Il imaginait même qu'on en viendrait à juste faire des mouvements de main vers la machine, au risque de déclencher par mégarde des opérations incontrôlées. Et une fois le son converti par le micro en signal électrique, on le transforme à nouveau en signal numérique. C'est la fonction ordinateur du smartphone. Dans le monde informatique, tout, messages, programmes, données, tout est une suite de 0 et de 1, malléable et transformable à merci. Et ce signal numérique, on va le transmettre par tous les canaux. Par les ondes Wi-Fi, les ondes radio, le câble sous-marin, les antennes relais, les satellites. Alors, le satellite pionnier Telstar a cessé d'émettre, mais ses enfants se sont multipliés hors de contrôle. Les projets actuels prévoient des dizaines de milliers de satellites en orbite basse. Oui, mais la plus grande partie du trafic continuera de passer par les câbles sous-marins. Ça va si vite et si loin. En prime, l'empreinte environnementale est très faible. La pose du premier câble transatlantique, c'était toute une aventure. Aujourd'hui, ils sont des centaines. Et ils ne sont plus en cuivre, mais en fibre optique.
une minuscule fibre de verre, fine comme un cheveu, qui transmet les informations par la lumière plutôt que par le courant électrique. C'est ultra sûr et ultra rapide. Chaque fibre transporte plus de 10 000 milliards de bits par seconde. Et je trouve cela plutôt poétique que les fibres de silice, telles des fils d'Ariane, tissent autour de notre planète un véritable système nerveux, ténu, mais si important pour nous, et que nos communications transatlantiques passent littéralement au milieu des homards près de nos côtes et jusqu'à 3000 km sous les mers. Tous les types de messages empruntent le même canal. Paroles, textes, musique, images, vidéos. Shannon l'avait pressenti, tout se ramène à un transfert d'informations représenté par une suite de nombres. C'est la puissance de l'abstraction mathématique. Encore faut-il être capable de relier tous les utilisateurs entre eux, et que le message que tu me destines arrive bien jusqu'à moi. C'est le service que rend le réseau. Au début, ce réseau était entièrement matériel, réarrangé par les opératrices du téléphone manuel, puis par les autocommutateurs. Maintenant, ce réseau est matériel et virtuel, décentralisé, l'Internet. Qui a fait l'Internet? Comme toujours, la paternité est brouillée. Et encore aujourd'hui, il arrive d'entendre les pionniers, maintenant retraités, s'envoyer quelques scuds sur leur rôle respectif. En tout cas, les militaires s'intéressaient à un système décentralisé, moins vulnérable en cas de guerre, et les scientifiques voulaient tout simplement communiquer plus commodément entre eux. Et le premier réseau, au début des années 70, reliait 4 universités américaines, à Los Angeles, Stanford, Santa Barbara et Salt Lake City. C'était l'ARPANET, abréviation de Réseau Agence de Projets de Recherche Avancés. Le premier message, le simple mot « login », L-O-G-I-N, fut envoyé sur ARPANET le 29 octobre 1969. On tapa L et un L fut bien reçu, c'était la joie. Puis on tapa O et il fut bien reçu, c'était la folie. Puis on tapa G et tout planta. Bah, ça n'avait pu transmettre que l'eau, comme dans Lo and Behold, qu'on peut traduire par surprise, surprise. Pas mal comme entrée en matière. En 1974, les informaticiens américains Vinton Cerf et Bob Kahn définissent le protocole TCP/IP. Cette procédure ne fait que 2 choses, mais elle les fait bien. Premièrement, amener les paquets de données au bon destinataire, repérés grâce à la fameuse adresse IP. Ça a l'air simple comme bonjour, mais il faut rappeler que les smartphones, ça bouge énormément, y compris pendant une conversation. Alors il faut acheminer chaque paquet exactement là où vous êtes à chaque instant. Imaginez, c'est comme si on venait vous livrer votre pizza dans le métro. Et la deuxième chose que fait le protocole, c'est le transport. Vérifier que les paquets seront transmis sans erreur. Tout ça marche si bien que, 50 ans après son invention, on utilise toujours TCP/IP. Pour ouvrir ce système au grand public, il fallait des services faciles à utiliser. Et ce fut la grande aventure du web, initiée par la recherche européenne cette fois, au CERN, sous l'impulsion de Tim Berners-Lee et Roger Caillot. Leur protocole, au joli nom de HTTP/HTML, savait faire 2 nouvelles choses. D'abord, donner une adresse unique à un document ou à une page. Les ordinateurs avaient déjà des adresses IP, les pages web auront des adresses URL. Ensuite, relier les documents par un système de liens. Les clics qui nous font passer d'une page à l'autre. C'est comme une encyclopédie où chaque page est numérotée et où les renvois disent sur quelle page aller chercher des compléments d'information. Des principes très simples, mais extrêmement puissants, qui vont tisser la fameuse toile mondiale, le World Wide Web, avec des navigateurs pour s'y promener, des moteurs de recherche, des sites de commerce ou d'information, mais aussi, le pire et le meilleur, la cybercriminalité, la désinformation et j'en passe. La star de la toile, pour moi, c'est Wikipédia. Ce projet est lancé par Jimmy Wales et l'incarnation la plus aboutie de l'ambition initiale de l'Internet, la connaissance universelle partagée. Ou dans le même esprit, le site de la Bibliothèque nationale de France, Gallica, ou le répositoire de prépublication de recherche scientifique, Archive, tenu par l'université Cornell. En une décennie, ces outils ont remplacé les respectables encyclopédies et catalogues comme l'Universalis ou la Britannica, qui était encore la référence quand j'étais lycéen, ou les Mathematical Reviews imprimés que j'ai tant feuilletés pendant ma thèse. Au hasard,
Si je consulte sur Wikipédia la page List of Internet Pioneers, j'y trouve immédiatement des informations sur une quarantaine de pionniers de l'Internet. Tiens, à plus de 80%, ce sont des Américains. Les Américains oublient facilement les contributions du reste du monde. Bon, c'est vrai, cette nouvelle étape était très américaine. Mais l'Europe a aussi contribué. Et la France avait développé des outils puissants pour l'époque. Réseau Transpac, protocole X25, pour aboutir au fameux Minitel, le premier pré-Internet. Dans les années 80, des millions de Français y réservaient leurs trains, leurs hôtels. Ah, j'y passais mes commandes de matériel de ping-pong. Ça avait 10 ans d'avance sur les Américains, mais à la fin, le système français a été battu par le système américain TCP/IP, plus flexible. Ces pionniers de l'Internet sont aussi à plus de 85% des hommes, hégémoniques dans le développement des télécoms. Et à plus de 95%, ils ont exercé dans de grandes institutions de recherche, universités, agences nationales, NASA. On n'est pas dans le cliché des jeunes geeks bricolant dans leur garage californien. Gloire aux pionniers. Mais dans ce cadre technologique, il faut aussi saluer tous les ingénieurs. Poser les câbles, la fibre, construire les stations, les réparer sur le champ en cas de tempête, d'inondation ou de vol de cuivre. Tout ça, ce sont des investissements et budgets gigantesques, des flottes de navires câbliers. Derrière chaque clic sur un smartphone, il y a des techniciennes et des techniciens sur le terrain. Pour moi, ce sont les héros du réseau, autant que les illustres pionniers. Sans eux, les innovations ne seraient jamais déployées. La gloire revient aussi aux collectifs qui construisent les standards techniques. Et justement, le GSM, la 2G, première norme internationale de téléphonie mobile, elle est bien née en Europe, du temps de la splendeur d'Ericsson et Nokia. Même les Américains de Motorola, qui avaient fait les talkie-walkie de la Seconde Guerre mondiale et la communication des missions Apollo, n'y croyaient pas. Et après la 2G, il y a eu 3G, 4G, 5G. En gros, un nouveau standard tous les 6-7 ans. Et on y a participé aussi. C'est dans les labos de France Télécom, à Rennes, qu'on a créé les techniques utilisées aujourd'hui par le Wi-Fi, la 4G, le DVB, la télévision numérique. Pendant longtemps, la seule obsession de ces changements de standard a été la capacité. Et oui, il fallait relever le défi de la demande de trafic en augmentation exponentielle. Entre 40% et 50% de plus par an au niveau mondial. Entre le télégraphe d'hier et la vidéo HD d'aujourd'hui, c'est 1 million de fois plus de données par communication. Défi relevé. Mais cela a encore encouragé la croissance du trafic. Et dans notre monde fini, en tension de ressources, ce ne peut pas être le mot de la fin. Justement, prends le passage à la 5G. Le travail international a débuté en 2014. Je me souviens d'avoir lu, un dimanche soir, une version préliminaire du cahier des charges. Il parlait uniquement de plus de capacité, plus de débit. Moi qui avais été sensibilisé au rapport Meadows dont tu parlais dans ta première saison, je ne pouvais pas imaginer que l'industrie fasse l'impasse sur les enjeux environnementaux. Du coup, j'ai pris la plume, enfin le mail, et obtenu que le texte final insiste sur la diminution de l'énergie consommée par message. Et après 6 ans de travail et des milliers de contributions techniques, la 5G était 10 à 20 fois plus économe que la 4G. À titre personnel, je suis fier d'avoir pu donner ce petit coup de pouce grâce à la présence d'Orange dans ces instances et à un moment où les objectifs industriels parlaient peu d'environnement. Maintenant, on le sait bien, la technologie seule ne peut être qu'une partie de la réponse. La sobriété, c'est pour beaucoup des choix politiques et comportementaux. Mais au moins sur la partie techno, on a fait le job. Un exemple de comportement sobre, c'est de garder son smartphone le plus longtemps possible. Le mien, celui sur lequel tu m'as appelé, il va sur les 7 ans. Te connaissant, je ne suis pas surpris. Et justement, c'est l'heure de passer au dernier volet de cette saison. Nous avons évoqué les miracles techniques des télécoms, au-delà même de ce qu'on souhaitait. Il est temps de voir comment en évoluent nos comportements.